Bonjour! Le sujet d'aujourd'hui, c'est la tectonique des plaques. Donc, tu as déjà à l'écran un supercontinent qui s'appelait la Pangée. Donc, la Pangée, c'était il y a 225 millions d'années, lorsque tous les continents étaient liés les uns aux autres. Donc, ils n'en formaient qu'un finalement. Maintenant, si je parle de la petite animation ici, on va pouvoir voir que les continents ne sont pas statiques, donc ils ne sont pas immobiles. Les continents bougent continuellement. Donc, quand je t'ai montré la Pangée il y a quelques secondes, eh bien, cette Pangée-là, en fait, n'est pas le premier supercontinent que la Terre a connu. Il y en a eu d'autres aussi avant, sauf que c'est le plus connu parce que c'est le dernier que la Terre a vécu. Donc, je vais arrêter l'animation bientôt dans quelques secondes. Donc ici, donc on en arrive au résultat qu'on a maintenant. Mais on voit qu'à l'origine, donc tous les continents ici étaient liés et que l'océan Atlantique que l'on connaît maintenant n'existait pas. Donc on va voir tantôt à quoi est-ce que c'est dû exactement. Et si je retourne juste au début de l'animation, je ne sais pas si je suis capable de la reculer. Non, c'est pas ce que je veux faire. Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Oui, ici. Donc, si je retourne au tout début, si tu regardes où se trouvait le Québec, donc le Québec se trouve environ ici, on était environ à l'équateur. Donc maintenant, si je continue, OK. Donc, je t'inviterai maintenant à aller dans Origine pour qu'on puisse regarder tout ça ensemble. Donc, je suis à la page 257, la tectonique des plaques, et tout de suite, étant donné qu'on vient de visualiser la Pangée, qui était notre dernier supercontinent, on va aller voir qu'est-ce qu'on en dit ici. On vous dit qu'en 1915, Alfred Wegener, on va en parler en classe, il fera partie de nos personnages célèbres, eh bien, c'est lui le premier qui a émis la théorie que les continents bougeaient les uns par rapport aux autres et qu'il y avait eu un supercontinent qui s'appelait la Pangée. Donc, c'est lui qui l'a nommé à ce moment-là. Bon, je vous en parlerai en classe, mais à l'époque, il n'a pas été super populaire, les gens ne l'ont pas cru, mais effectivement, j'ai ciblé ici, comme tu vois, l'endroit où se trouvait à peu près le Québec à ce moment-là. Donc, le Québec a déjà eu une température et a déjà été dans une zone plutôt tropicale. Donc, ça, on peut en retrouver des effets dans les fossiles de plantes qu'on peut retrouver. Donc, si on regarde maintenant par rapport à notre texte que nous avons dans l'origine, on vous dit qu'il y a 12 plaques principales. J'insiste sur le mot principal parce qu'au total, il y a environ plus d'une cinquantaine de plaques lithosphériques. Donc, ces plaques-là, c'est pas vraiment des continents parce qu'il y a aussi des plaques océaniques. Donc, c'est pour ça qu'on dit des plaques de lithosphère ou encore des plaques qui sont lithosphériques. Donc, ces plaques sont en réalité des morceaux de lithosphère qui se déplacent dans diverses directions. Donc, juste un petit peu plus bas maintenant, on vous dit que ces mouvements des plaques-là, c'est ce qui va créer les formations de montagnes, les éruptions volcaniques et la création de fosses océaniques que l'on parlera tout à l'heure. Donc, on va aller se faire une petite étoile à côté des définitions ici. On a la définition de tectonique des plaques. Donc, on vous dit que ce sont des mouvements. Dans le fond, c'est la théorie qui met en place le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Et il va y avoir des collisions, des plaques qui vont s'éloigner et des plaques qui vont frotter entre elles. Et on vous dit qu'est-ce qu'une plaque lithosphérique, donc en lien avec la lithosphère. Donc, il y a environ 12 plaques principales. Tu vois, dans d'autres ouvrages, ils parlent de 14 plaques principales, donc tout dépendant des auteurs. Mais au total, il y en a environ 54. Donc, on voit qu'il y a plusieurs plaques qui sont moins grosses à ce moment-là. Juste en bas, on a l'image de ces différents mouvements-là. J'en parlerai pas beaucoup parce qu'en classe, je vais la regarder avec vous, cette carte-là, et on ira noter des choses sur la carte. Donc, je la laisse de côté pour l'instant, mais c'est sûr qu'elle est importante. Effectivement, je pourrais quand même aller vous faire une petite étoile à côté ici pour dire que c'est quelque chose d'important, mais on va en reparler en classe. Alors, on s'en va à la page 258. Donc, maintenant, on va vous parler des conséquences des mouvements des plaques tectoniques. Donc, tout le premier paragraphe est important ici. Donc, on vous dit que les plaques, quand elles vont se déplacer, bien, elles peuvent soit s'éloigner les unes des autres, elles peuvent se frapper, donc avoir une collision entre deux plaques, ou encore se frotter l'une contre l'autre s'il y a des plaques qui bougent de façon parallèle à ce moment-là.
Ces mouvements-là vont créer certains changements qu'on peut voir dans la croûte terrestre, dont entre autres les montagnes, éruptions volcaniques, l'apparition des failles, les tsunamis et les tremblements de terre. Donc, tous des phénomènes qu'on va voir dans le chapitre 9. Alors, tout de suite, on va voir 3 mouvements. Donc, on vient de dire qu'il va y avoir des mouvements des plaques tectoniques. Il y en a 3 de ces mouvements-là. Le premier, je l'ai numéroté ici, numéro 1, collision entre 2 plaques. La conséquence de la collision entre 2 plaques sera une zone de subduction lorsqu'on a une plaque océanique et une plaque continentale. Donc, ici, on vous dit, lorsque 2 plaques entrent en collision l'une avec l'autre, lorsqu'elles se déplacent l'une vers l'autre, il va y avoir collision. Maintenant, quand c'est le cas d'une plaque océanique, donc la plaque océanique, ici, on dit qu'elle est plus dense que la plaque continentale, ce qui va faire en sorte qu'elle va aller se glisser en dessous. Plus dense, elle est donc plus lourde et la plaque océanique va passer en dessous et la plaque continentale va passer au-dessus à ce moment-là. Et c'est ça qu'on appelle une zone de subduction. Donc, c'est ce phénomène-là qui va créer les fosses océaniques. On a parlé un petit peu de la fosse des Mariannes en classe, on va en reparler encore. Et la création de chaînes de montagnes et ou de chaînes volcaniques, comme c'est le cas dans la cordillère des Andes, par exemple. Définition de zone de subduction. Donc, zone de subduction, il va y avoir des activités volcaniques intenses, se créent lorsque la croûte océanique s'enfonce dans la croûte continentale, donc vont s'enfoncer sous plutôt la croûte continentale. Et on pourrait marquer que c'est le cas, entre autres, de la ceinture de feu du Pacifique. Donc, je vais te le faire ajouter ici. Ceinture. Et la ceinture de feu du Pacifique, si tu te rappelles bien où elle est située, elle est dans le Pacifique. Donc, on a une croûte océanique qui rentre en collision avec une croûte continentale. Donc, c'est vraiment le cas. Donc, ceinture de feu. Je sais que vous en avez parlé en géographie, donc je vais m'arrêter là pour ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va revoir aussi en classe quand on va parler des volcans. Donc, la ceinture de feu, c'est une zone de subduction. Je descends pour qu'on aille voir justement les images. Donc, on vous parlait d'une croûte océanique. Donc, j'en ai une ici, une croûte océanique qui est représentée, et d'une croûte continentale. Les deux vont en sens inverse et il va y avoir collision. Donc, j'ai une plaque qui s'en va dans ce sens-ci et ma plaque océanique qui s'en va dans l'autre sens. Donc, on voit qu'il va y avoir collision entre les deux plaques. Ce qui se passe à ce moment-là, ma croûte océanique va plonger sous la croûte continentale et il y a création d'une zone de subduction. L'effet ou l'impact d'une zone de subduction, c'est qu'il va y avoir il y a de la roche en fait qui va s'enfoncer et qui va redevenir du magma, donc qui va être réchauffé et qui va se retransformer en magma. Ça crée beaucoup de pression. Cette pression-là va avoir tendance ici à faire fissurer peut-être la Terre, va vouloir en tout cas faire sortir la pression. Donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir création de volcans. Donc, c'est pour ça que très, très souvent, il va y avoir des volcans dans les zones de subduction. Si on continue le processus, une fois que ma plaque océanique, on voit ici que l'océan va rapetisser. Hein. Ici, j'avais un plus grand océan, l'océan est plus petit. Un jour, il n'y aura plus d'océan du tout. Donc, le jour où mes deux plaques continentales sont en collision l'une avec l'autre, il n'y a plus de zone de subduction. Donc, les deux plaques sont complètement en collision et à ce moment-là, ça va faire des hautes chaînes de montagnes. C'est le cas ici, puis on pourrait l'ajouter de l'Himalaya. Donc, c'est pas un L que je vais faire, mais plutôt un M. Donc, c'est le cas de l'Himalaya, donc le mont Everest. Il y avait à l'origine un océan entre les deux. L'océan s'est refermé et ensuite, c'est les deux continents qui sont rentrés en contact, Himalaya, et qui a causé cette très grande chaîne de montagnes-là. Donc, tout ce qui est ici, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce sont des choses importantes. Il faudrait les mettre dans une espèce d'accolade et se faire une petite étoile pour se dire que c'est matière à examen et que c'est important. On en arrive ensuite à la page 259. Donc, page 259, je me suis écrit un petit numéro 2 ici. Donc, le deuxième mouvement qui peut y avoir lieu lorsqu'on a des continents qui se déplacent, c'est que deux plaques tectoniques peuvent s'éloigner l'une de l'autre.
Donc, quand les plaques s'éloignent, si on est dans un océan, il va y avoir une dorsale océanique qui va être créée. Si je suis sur un continent, ça va plutôt être une zone de rift. Et éventuellement, le rift pourra devenir un océan. Donc, on se rend compte que si les plaques s'éloignent, 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 c'est possible qu'à un moment donné, il y ait création d'un océan entre les deux. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on vous dit, lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, il va y avoir un vide qui va se créer entre les deux. Le vide va permettre la remontée du magma à la surface. Donc, c'est une espèce de chaîne de montagnes qu'il y a présentement au milieu, par exemple, de l'océan Atlantique. Donc, chaîne de montagnes volcaniques, chaîne de volcans qui est exactement au centre, parce qu'au centre de l'Atlantique, nous avons une dorsale océanique. Donc, on vous dit que le mouvement des plaques, quand il y a lieu sous les océans, ça va former une chaîne de montagnes sous-marines, ou on pourrait dire même une chaîne de volcans sous-marines, qu'on appelle une dorsale océanique. Tu as aussi la définition de dorsale ici. Et comme je t'ai dit, quand ce mouvement-là a lieu sur un continent, on appelle ça plutôt une zone de rift à ce moment-là. On a l'image juste en dessous de la dorsale océanique. Je pourrais aller la colorier, ma dorsale ici. Donc, on vous montre justement un peu ce qui a lieu présentement dans l'Atlantique. Donc, j'ai deux plaques, une plaque qui a un mouvement ici vers la droite et l'autre plaque qui a un mouvement vers la gauche. Donc, ça fait une fissure au centre. Il y a remontée du magma, création d'une chaîne de montagnes volcaniques au centre et ça crée de la nouvelle croûte à chaque fois. Donc, j'ai création de nouvelles croûtes, les plaques se déplacent et mon océan finalement va s'agrandir. Donc, ça, c'est pour ma dorsale océanique. Il me reste un dernier mouvement. Oups, je me refais une étoile ici à côté, oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et il me reste un dernier mouvement, le troisième, quand j'ai deux plaques qui frottent l'une sur l'autre. Si on regarde tout de suite le dessin, ça montre qu'il y a une plaque qui monte vers le haut et une plaque qui descend vers le bas. Donc, j'ai frottement entre les deux plaques et ça va créer naturellement des tensions et des tremblements de terre. Alors, en se déplaçant de façon parallèle, les plaques vont se frotter l'une sur l'autre. Ces mouvements-là sont à l'origine des tremblements de terre. C'est le cas, entre autres, de la faille de San Andreas en Californie. Donc, on pourrait l'ajouter ici. Faille de San Andreas. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs tremblements de terre et qu'il y en a encore, donc ils ne sont pas à l'épreuve de tremblements de terre futurs, loin de là, en Californie. Donc, c'est dû à cette faille où j'ai deux plaques qui se déplacent de façon parallèle l'une à l'autre dans des sens contraires. Donc, en classe, on va compléter nos notes de cours pour aller s'inscrire quelques petits lieux et tout ça parce que ça va nous permettre de comprendre plusieurs des phénomènes qu'on va voir dans la suite du chapitre 9. Alors, à la prochaine!